ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci à toutes et à tous, parents d'élèves de lycée et de collège, élèves de lycée et de collège d'être parmi nous ce soir pour cette deuxième activité suite à la première. Donc, et on a le grand plaisir aussi, et un grand merci encore d'accueillir parmi nous notre sœur, Madame Dominique, qui est psychothérapeute, qui nous vient de Belgique. Donc il va nous parler d'un sujet fondamental. Donc le choix du sujet, ça va toujours bien sûr dans le sens de nos enfants, de la réussite de nos enfants, étant donné que l'enfant doit être toujours au centre de cette triangulaire que j'avais appelé une fois un triangle équilatéral, donc la direction, les parents et puis l'équipe pédagogique. Donc quand l'élève est au centre de tout ça, ça va vers l'avant, Inch'Allah, au niveau d'une réussite. Donc il va me parler d'un sujet qu'on trouve très très important parce qu'il est important pour nos parents, c'est-à-dire nous en tant que parents, et important aussi pour nos enfants qui est l'estime de soi. Donc l'estime de soi, la confiance en soi, ou le passeport de la vie, j'appelle ça le passeport de la vie, qui est le succès, qui est dans le succès, parce que beaucoup d'élèves, et nous même les parents quelquefois, on décroche, on dit tiens, bon, on n'y arrivera jamais. Donc il va essayer, Madame Dominique, d'avoir une petite heure de me parler un petit peu de ça, parce que c'est quand même un thème qui demande des séminaires. C'est quand on sort en disant tiens, on a la règle magique, ça y est, tout va bien. Donc c'est juste quelques flashs, quelques grandes lignes, et on aura peut-être même une visite gratuite aujourd'hui d'une thérapie, c'est-à-dire du direct au tableau, avec un travail pratique pour estimer son estime de soi. Donc sans trop tarder, on va lui passer la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Que Dieu vous permette de retirer le meilleur de cet échange, Inch'Allah. Que Dieu me permette de toucher vos cœurs, d'être suffisamment clair et voilà, de vous permettre d'avancer tous et toutes d'un pas vers ce qu'il sera de meilleur pour vous, Inch'Allah. Alors, ce soir, je vais essayer de faire quelque chose de plus interactif que d'habitude. Je m'adresse à vous en tant que parents et puis à vous tous en tant que jeunes, en tant qu'enfants. Je sais bien que les jeunes n'aiment pas trop qu'on dise enfants, mais en tout cas, même quand vous êtes jeunes, vous restez quand même les enfants de vos parents. Alors, on a d'abord choisi un titre ensemble la dernière fois, quand on a discuté de ce prochain sujet de conférence. Et puis, le titre qui a vraiment retenu notre attention, c'est « L'estime de soi, une clé pour réussir ».
Alors pourquoi? Parce que on s'est dit, l'estime de soi, qu'est-ce que ça représente? Quel est le rapport avec le projet d'une école? Et le projet d'une école, c'est quand même de former des enfants et des jeunes à réussir, et c'est vraiment notre souci à tous, parents et enseignants, même si les jeunes, parfois, ils sont encore un peu loin de ça, voilà, c'est aussi comme ça que ça marche. On a chacun, à chaque étape de la vie, ses préoccupations. Alors on souhaite évidemment tous réussir notre vie, ça c'est clair. Qui dirait moi j'ai pas envie. En tant que parents, évidemment on a envie que nos enfants réussissent. Si nos enfants réussissent, c'est qu'on a réussi notre mission, ça c'est sûr. Et puis en tant qu'enfant ou en tant que jeune, on a vraiment aussi envie de pouvoir réaliser nos rêves et vivre une vie qui est idéale à nos yeux. Alors l'estime de soi, c'est une clé fondamentale pour réussir notre vie en tant que jeune, et puis en tant que jeune adulte, et puis en tant que parent à notre tour, et ainsi de suite. Et j'insiste toujours là-dessus, c'est que finalement la vie c'est un éternel recommencement, qu'il y a des choses qu'on transmet, et puis que les enfants vont transmettre à leur tour, et ainsi de suite. Et ce qu'on transmet nous vient aussi de génération en génération, c'est quelque chose qui est vraiment important de se rappeler. Et que là où on n'est jamais qu'un maillon dans une chaîne, voilà, à un moment donné, et puis on essaye de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à transmettre, etc. Et on essaye d'améliorer les choses pour nous-mêmes et puis pour la suite. Alors quand je parle d'estime de soi, je sais que je vais redire des choses que j'ai déjà dites quand on avait fait il y a 2 ans notre séminaire entre femmes résidentielles dans les Ardennes belges. Mais voilà, vous m'en excuserez pour celles qui étaient là, ou alors ce sera peut-être un rappel de certaines choses. Mais quand je parle d'estime de soi, moi j'aime toujours beaucoup, en tant que musulman, faire un arrêt sur image sur une autre notion qui est très très importante. Et cette notion-là, c'est la notion d'humilité. Alors pourquoi est-ce que quand je parle d'estime de soi, je parle d'humilité? Parce que si je vous parle d'estime de soi comme ça, vous allez peut-être rentrer chez vous, je ne sais pas quels sont les chouyoux que vous avez l'habitude d'écouter, etc., etc. Mais dans notre religion, l'humilité est quelque chose qui est très important. Et je pense que de réfléchir à cette question-là quand on parle d'estime de soi, c'est un préalable indispensable pour ne pas non plus se laisser piéger, se dire « oui, mais c'est bien, d'un côté, il y a ce que la psy raconte, et puis elle dit « ouais, il faut une bonne estime de soi », puis moi, quand j'écoute tel cher ou tel cher et tel cher, il me dit « il faut être humble ». Alors qu'est-ce que je fais moi avec tout ça? Et dans le fond, vous risquez de vous dire « c'est bien, aujourd'hui j'ai rêvé un truc », c'est un petit peu comme quand on regarde le cinéma américain, mais c'est pas pour du vrai. Ce que je vais vous dire, c'est pour du vrai. En tout cas, j'aimerais bien que vous puissiez le prendre comme ça. Et donc, on va d'abord commencer par éclaircir un tout petit peu ça, si vous le voulez bien. Et on va passer au premier exercice pratique, donc. Et je vais faire 2 colonnes au tableau, si vous le voulez bien. Et il va falloir que vous participiez, que vous parliez très fort pour que je vous entende. Je vais vous proposer, comme ça, juste à chaud, de me donner des mots qui vous font penser ou à l'estime de soi ou à l'humilité. On va juste les écrire au tableau pour que vous les ayez en face des yeux pendant que je vais vous parler par la suite. Et puis vous verrez un petit peu ce qui va faire sens pour vous ou pas. Alors, je vous écoute, les parents et les jeunes, les dames et les messieurs. Alors, monsieur, confiance. Alors, je mets ça où? Humilité ou estime de soi? D'accord. Je vais très vite. Alors, monsieur me dit confiance dans la colonne estime de soi. D'accord. J'ai vu une autre main, là, sur la gauche, qui se levait. Un jeune garçon. Tu voulais dire la même chose? Ok. Oui, Asma? Vas-y. Assurance. Je mets ça où? D'accord. Oui? Oui? Image de soi. Je mets ça où? D'accord. Après encore? Oui? La fierté, je mets ça de quel côté? Oui? Je vais peut-être l'écrire par là, comme ça on pourra continuer à voir, et puis il faudra peut-être... Fierté? Qu'est-ce que j'ai perdu? Non, c'est pas grave. Encore un autre mot? Oui? Le respect? Dans les deux, ok?
suis désolée si ce n'était pas très bien écrit. Après, encore quelque chose, oui? S'aimer, oui. De quel côté? Oui. Vous êtes inspiré, là, c'est chouette. Vous trichez, hein, vous étiez aux Ardennes. L'estime de soi, c'est le moi. Moi. Et l'humilité, c'est les autres. D'accord. Vous mettez ça en opposition. Donc moi et les autres. Ok. Partie question, vous aurez peut-être l'occasion de développer, oui? Être soi-même. Être soi-même, de quel côté? Je mettrai sur les deux, plus vers l'humilité. Plus vers l'humilité, être soi-même, c'est ça? D'accord. Là-bas sur la gauche, j'ai vu un jeune qui voulait dire quelque chose. Toi, tu veux dire quelque chose? Comment? Modestie, c'est ça? Je mets ça de quel côté? D'accord. Et puis, oui? Se remettre en question. Waouh! Je mets ça de quel côté? Humilité. Très bien. Il n'y a pas assez de place. Se remettre en question. J'en prends une ou deux dernières et puis je vais continuer dans l'exposé, oui? Présentation de soi, de quel côté? D'accord. Je pense qu'ici ça peut aller. Présentation de soi. Oh, la dernière, oui? Comment? Se tromper. Je mets ça de quel côté? Humilité. D'accord. Se tromper. Vous allez voir que vous allez retrouver, je pense, tout ça dans ce qu'on va dire. Peut-être une toute dernière, alors, vas-y. S'accepter, de quel côté? Humilité. D'accord. Alors, pour encourager les jeunes, toi, tu voulais encore dire. Vas-y, vas-y. L'orgueil, oui. Du côté de l'estime de soi, l'orgueil. J'ai bien fait de te laisser parler. On va arrêter là, d'accord? Inch'Allah. Alors, tous ces mots-clés que vous m'avez mis, vous allez voir, je vais vous parler un petit peu de la réflexion que j'ai faite à propos de l'humilité, et vous allez voir que vous allez retrouver des choses, voilà, que ça vous a inspiré, et on fera encore un exercice pratique à un moment vers la fin de l'exposé, Inch'Allah. Alors donc, je voulais vous parler d'humilité, pourquoi? Donc, comme je vous l'ai expliqué, pour être certain qu'après, quand on va parler d'estime de soi, les choses, vous allez, salam alaikum, vous allez être plus réceptif en fait à ce que je vais pouvoir essayer de faire passer comme message. Alors l'humilité, c'est quelque chose qui est hyper important en islam, mais c'est une notion qui est souvent mal comprise. Hein, je vois qu'on a mis du côté estime de soi, l'orgueil, et on va un petit peu voir justement les rapports qu'on peut faire avec ça. Par rapport à l'estime de soi, c'est aussi une notion qui est souvent mal comprise, et pourtant c'est quelque chose qui est vraiment indispensable, qui est très important. Dès qu'on parle de développement personnel, dès qu'on parle de thérapie, dès qu'on parle de pouvoir vraiment surmonter certaines difficultés, eh bien l'estime de soi arrive souvent au centre des préoccupations. Alors, pour commencer avec l'humilité, être humble, ça serait quoi finalement? Parce que pour bien comprendre de quoi on parle, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Alors être humble, ça serait ne pas se vanter. Oui, et peut-être non en même temps. C'est pas forcément être orgueilleux que de ressentir de la fierté quand on a accompli un bon travail. Par exemple, on appelle ça de la fierté légitime. Si j'ai fait un bon travail, il est normal que j'en retire une certaine satisfaction. Tout dépendra peut-être de ce que je vais faire de cette fierté que je vais ressentir. Être humble, ça serait alors de ne pas exprimer une fierté légitime. Pas tout à fait non plus, sans doute. L'humilité va peut-être résider dans la manière dont on va exprimer les choses. Et sans doute,
et là c'est une autre notion tout à fait centrale en islam aussi, dans l'intention qu'on va mettre quand on va exprimer les choses. Est-ce que je veux me vanter? Est-ce que je veux, comme disent les jeunes, me la péter, voilà. Ou est-ce que je vais dire simplement les choses juste pour partager ma satisfaction? Ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a vraiment des nuances. En réalité, l'humilité, c'est un état d'esprit qui va faire partie de notre intériorité. Et bien sûr, cette humilité, elle va teinter nos actions et nos paroles. L'humilité va surtout consister en une façon d'être sur la terre et devant Dieu. C'est un idéal, l'humilité, qui n'est jamais acquis pour nous les humains. Ça, on sait qu'il y a des choses que nous devrons travailler tout au long de notre vie, le fameux nafs. Jihad al-nafs, c'est vraiment quelque chose qui va nous occuper jusqu'à notre dernier souffle. Et toute notre vie, on va essayer de s'en rapprocher au maximum. L'humilité, ça commence avec notre conscience d'être. C'est vraiment une grande question philosophique, la question de l'humilité. En tant que musulman, quand on va se dire « il n'y a de Dieu que Dieu », nous disons qu'il n'y a que lui qui soit supérieur à tout ce qui est. Il est la plénitude, il est le Créateur, et nous sommes ses créatures. Et il dépasse tout ce que je peux imaginer. L'humilité, c'est ça. J'emprunte un petit bout d'une magnifique dars que Tarek Ramadan nous avait fait à propos d'humilité. Et je trouvais que cette manière de formuler les choses résumait vraiment à elle seule très bien ce que c'était cette question d'humilité que nous devons avoir. C'est vraiment nous dire, j'ai conscience qu'il, Dieu donc, est, et que je suis, et j'ai conscience d'être limité par rapport à ce que lui, il est. L'humilité, donc, c'est vraiment un rapport énorme avec la conscience de la limite. La conscience que j'ai, mais que je n'ai pas tout, que je sais, mais que je ne sais pas tout, que je suis bon ou bonne, mais pas tous les jours, que je suis parfois mauvais ou mauvaise, trop souvent. La conscience que si lui est sans limite, bien moi je suis dans le limité, que si lui est dans l'éternité, je suis dans le temporel, que si lui est dans le parfait, je suis dans l'imparfait, que si lui peut tout, je ne peux que parce que lui, il peut. Si on médite un tant soit peu ces quelques phrases, on va vraiment être avec une notion très juste de ce qu'est l'humilité. L'humilité est une notion qui est à rapprocher avec la connaissance de nous-mêmes. Prendre conscience de ce que je suis et faire un travail sur moi pour savoir quelles sont les limites de ma personne. Lorsque je marche sur les voies de l'humilité, je vais ressentir un grand sentiment de liberté, parce que le vrai homme libre est celui qui reconnaît qu'il n'est que le serviteur de Dieu. Vous allez me dire, en quoi ça va me rendre plus libre? Bien tout simplement parce que lorsqu'on accomplit l'obligatoire en obéissance à notre Dieu, on se libère de la soumission aux passions. Et donc en obéissant, on devient libre. On se libère de l'autre en réalité. Ce sont vraiment des notions que je vous invite à méditer parce que vous allez être dans une notion beaucoup plus juste de l'humilité et vous allez pouvoir faire de la place vraiment à ce qu'on appelle le développement personnel en étant juste par rapport à ces notions-là. L'humilité, c'est quelque chose qui s'acquiert. Donc on va, un moment, ça va pas nous... On ne sait pas donner l'humilité à quelqu'un. On doit, quelque part, c'est comme un apprentissage. Voilà. Et l'humilité ne se transmet certainement pas par l'humiliation. Là, je me penche un tout petit peu vers les parents. Ce qui se transmet aux enfants, je le répète à quasiment toutes les conférences, c'est l'exemple. Et pas l'humiliation, ça ne sert à rien. Faire subir des situations humiliantes à une personne en espérant qu'elle devienne humble est une erreur fondamentale qu'on va tous faire à un moment ou l'autre. On va s'en rendre compte. Le principal, c'est de se rendre compte qu'on fait des erreurs et à un moment les rectifier. L'humiliation, ça engendre la honte, la haine ou la colère. Et à long terme, ces sentiments-là, ils sont vraiment destructeurs.
Pourtant, il y a des gens vont me dire, ben, ça marche, moi j'ai fait ça un jour, mon enfant, je lui ai infligé une super humiliation et il n'a plus jamais recommencé. C'est vrai, parfois, quand on fait subir certaines choses à nos enfants, on dit, ah ça y est, il a pu recommencer, c'est magnifique, j'avais raison, ça a marché. On ne sait jamais quelle graine empoisonnée on peut avoir semé parfois quand on fait des choses comme ça, ou quel handicap on va pouvoir donner, quel handicap affectif ou émotionnel on pourra donner à notre enfant. Donc il faut vraiment faire preuve de nuance quand c'est comme ça. L'humiliation, en général, à long terme, ça ne donne pas de bonnes choses. En tout cas, le prix, il n'est pas juste quand on obtient certaines choses par l'humiliation. Quand j'accompagne une personne, dans le cadre d'une psychothérapie par exemple, et qu'on aborde des thèmes qui touchent à l'estime de soi, eh bien c'est sur ce type de blessure qu'on s'arrête. Alors moi je me sers de ce que les personnes me montrent en thérapie pour revenir à l'autre extrémité de la chaîne et pour dire attention, essayons de prendre un peu garde à ça quand nous éduquons nos enfants, mais pour essayer d'éviter au maximum que les personnes aient à traîner ce genre de blessures à l'âge adulte. Alors on appelle ça communément des blessures d'amour-propre. Ce type de blessure agit vraiment, comme je le disais tout à l'heure, graine empoisonnée, mais ça agit vraiment comme un poison à action lente, tout au fond de notre cœur. Et ce genre de blessure engendre, figurez-vous, l'orgueil et la prétention. Quand on a devant soi une personne orgueilleuse, c'est rarement quelqu'un qui est bien dans sa peau. Il faut bien se le dire. La plupart des personnes qui sont dans l'orgueil sont des personnes qui en fait souffrent et ne sont pas bien dans leur peau. Donc l'orgueil est une réponse à l'humiliation. Très souvent, donc cet orgueil et cette prétention sont des réponses donc, de notre psychisme à une blessure d'amour-propre. Et donc, c'est une blessure qui est liée à l'estime de nous, qui nous a été très souvent involontairement, évidemment, infligée. Donc, et j'en terminerai là avec l'humilité, pour pouvoir marcher sur les voies de l'humilité, eh bien, il nous faut avoir une bonne estime de nous. Aussi paradoxal ou contradictoire que ça puisse paraître, la réponse est oui et absolument oui. Pour pouvoir faire preuve d'humilité, eh bien, il faut pouvoir s'aimer suffisamment. Et on va essayer de voir comment, et j'espère qu'avec ce préalable, vous allez repartir d'ici sans faire de confusion justement entre ces choses-là. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Alors déjà par rapport à l'humilité, on parlait, vous allez faire le lien avec tout ce que je vous ai raconté, se remettre en question, je pense que voilà, c'est une capacité effectivement qu'on va devoir développer. Se tromper, vous allez voir que ça va avoir un rapport avec les deux. S'accepter, oui, également. La question de respect, d'être soi-même, la modestie. Alors la question de son rapport aux autres et de son rapport à soi-même, bien entendu. Et puis quand on va parler de l'estime de soi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver. Et que peut-être là, l'orgueil, je ne sais plus qui avait parlé de l'orgueil, mais peut-être que si on devait refaire le tableau, ben l'orgueil irait peut-être dans une autre colonne finalement. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est finalement? Parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Alors je vous ai donné deux petites définitions. Alors la première, c'est celle-ci. L'estime de soi, c'est la conscience de la valeur personnelle qu'on se reconnaît soi-même dans différents domaines. Alors moi, j'ai fait un petit lien. Estime de soi, mais c'est un petit peu une estimation de ce qu'on vaut soi-même. Qu'est-ce que je vaux dans le fond? Est-ce que je vaux rien? Est-ce que je vaux quelque chose de moyen? Est-ce que je vaux, voilà, dans différents domaines? C'est un ensemble d'attitudes et de croyances qui nous permettent de faire face au monde. Parce que notre vie, c'est ça. Une fois qu'on devient un petit peu plus autonome, et puis qu'on le devient complètement, qu'on devient adulte, qu'est-ce qu'on est? Nous sommes une personne face au monde, face aux autres, face à une vie qui nous attend, face à des responsabilités à prendre. La deuxième définition que j'ai retenue pour vous,
c'est celle-ci. L'estime de soi, c'est l'évaluation positive de soi-même qui est fondée sur la conscience de sa propre valeur et de son importance inaliénable en tant qu'être humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase un peu compliquée? C'est que simplement, l'estime de soi, c'est de se rendre compte que on est une personne qui a de la valeur et que cette valeur, personne ne peut nous la retirer. Là, on peut faire le lien avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous sommes tous égaux et personne n'a le droit de dire qu'un tel vaut moins qu'un tel. Il y a un seul être supérieur qui fera ça le jour du jugement dernier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais entre êtres humains, nous n'avons pas le droit de faire ça. Une personne qui s'estime, donc qui a une bonne estime d'elle-même, se traite avec bienveillance. Alors là, réfléchissons à tout ce que nous faisons dans notre vie, vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que chaque jour, nous avons le sentiment de nous être traités avec bienveillance, ou de nous avoir traités avec bienveillance? Je ne sais plus. En tout cas, c'est une bonne question à se poser. Cette personne qui a une bonne estime d'elle-même se sent digne d'être aimée et d'être heureuse. C'est vraiment quelque chose qui va être important aussi dans nos relations aux autres, dans notre relation conjugale également. L'estime de soi est également fondée sur le sentiment de sécurité que donne la certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, ses capacités et ses facultés d'apprentissage pour faire face de façon responsable et efficace aux événements et aux défis de la vie. Vous pourrez vous procurer ces feuilles, je vous le promets, parce que c'est vrai que ce sont des phrases un peu longues. Cette définition, tout simplement, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que quand on a une bonne estime de soi, eh bien, on se sent suffisamment sécurisé que pour, comme je le disais tout à l'heure, faire face au monde en se disant eh bien, je suis capable, j'ai des ressources et je peux les utiliser. Bien sûr que je n'ai pas la toute-puissance, seul Dieu a cette toute-puissance, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas cette toute-puissance que je suis juste un être frêle qu'on peut écraser comme ça. Non, je suis une personne digne d'intérêt avec des capacités. Alors, l'estime de soi, comment est-ce qu'elle va se développer? On ne vient pas au monde en disant super, j'ai une bonne estime de moi. Quand on vient au monde, je l'explique souvent, eh bien, on va commencer à interagir avec son entourage, avec ses parents. Nos parents vont nous donner de l'affection, vont s'occuper de nous, vont s'occuper que nous manquions de rien, etc. Et donc, cette estime de nous, elle va se développer dans ce contexte-là. Alors, elle prend sa source première dans l'attachement. C'est quelque chose que je dis beaucoup dans les conférences. Il faut savoir que nous avons tous besoin d'être attachés à une personne adulte qui va assurer quelque part notre ancrage dans l'humanité, dans cette grande chaîne de l'humanité. Tout être humain a vraiment besoin de ça. Et l'estime de soi, elle va prendre sa source là-dedans parce que si je n'ai pas cette base de sécurité, je ne vais pas me sentir bien. Et donc tous les êtres humains ont besoin de cette base de sécurité. Et quand vous voyez certains enfants qui sont très anxieux, qui sont très nerveux, etc., c'est parfois parce qu'il y a eu un couac au niveau de l'attachement. Je ne dis pas c'est parce qu'il a des mauvais parents. Jamais je dirais une chose pareille. Il y a des accidents de la vie qui font que parfois il y a des troubles de l'attachement qui se développent même quand on a des parents qui veulent être bienveillants, etc. Il suffit qu'un bébé ait 2 mois et sa maman fasse une grave maladie, doivent être hospitalisés pendant 1 mois, vous risquez d'avoir des troubles par rapport à ça, et ça n'est la faute de personne, ce sont les accidents de la vie. Mais ça peut parfois être là. Donc l'attachement. L'estime de soi est alimentée par les jugements positifs des personnes significatives. Alors qui sont les personnes significatives pour l'enfant? Les parents. Et donc, on parle de jugement positif des personnes significatives. Je vais y revenir, je vous ai fait une petite liste un petit peu de ce qu'il fallait peut-être en tant que parent. Oui ? Oui, les professeurs, bien sûr. Après, les professeurs. Si je parle vraiment, mais c'est très juste ce que tu dis, parce que effectivement, toutes les personnes qui vont être significatives pour l'enfant, à un moment que l'enfant va être scolarisé, les professeurs sont là aussi, et les professeurs ont un rôle extrêmement important à jouer par rapport à ça. Parce que dire à un élève, tu t'es trompé, on va voir comment on va pouvoir t'aider à surmonter cette difficulté, ou dire à un élève, t'es un gros nul et t'arriveras à rien, c'est pas tout à fait la même chose, et ça n'a pas tout à fait effectivement le même effet. Alors,
l'estime de soi, elle est déterminée par la qualité du monologue intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est le monologue intérieur? Qui n'a jamais de petite voix qui lui parle à l'intérieur de soi? Je pense que tous, autant que nous soyons, nous passons notre temps à nous parler. Rassurez-vous, vous n'êtes pas fous, alors je suis folle avec vous, mais bon, voilà. Ce monologue intérieur que nous avons, il peut être positif ou négatif. Hein. Alors, on peut faire des petites animations comme ça quand on a très jeunes enfants pour expliquer ce que c'est, et on prend des marionnettes, une marionnette avec une tête pas très sympathique, et puis une autre avec une tête très avenante, et puis on appelle ces marionnettes posi et néga. Hein. Et donc, de temps en temps, notre monologue intérieur, ça va être notre ami posi qui va parler, puis de temps en temps, ça va être notre ami néga, enfin notre ennemi néga qui va nous parler. Hein. Alors, posi, qu'est-ce qu'il dirait comme genre de petite phrase dans notre monologue intérieur? Comment? C'est bien, je vais réussir. Et confiance en toi, absolument. T'es génial, waouh. Super posi, Asma. Et notre petit ennemi néga, qu'est-ce qu'il va nous balancer comme phrase? T'y arriveras jamais, t'y arriveras pas. T'es nul. Voilà. Oui? Trop nul, c'est ça? T'es trop nul? Oui, voilà, toutes des phrases comme ça. Et donc, notre estime de nous, elle va être alimentée par tout ça. Alors, vous savez, la méthode Coué, dont on a beaucoup parlé il y a quelques dizaines d'années, là, eh bien, à force de se répéter qu'on est nul, on finit par se convaincre qu'on est nul. Et à force de se répéter qu'on n'est pas si mal que ça, finalement, hein, pour être un tout petit peu modeste, eh bien, on va se mettre dans ce qu'on appelle des énergies positives, ou alors des énergies négatives. Et c'est vraiment important, quand vous aurez votre monologue intérieur qui se mettra en route, quoi que vous fassiez de toute façon, eh bien, de dire, tiens, c'est qui parle là? C'est posi ou c'est néga? Et quand c'est néga qui cause, prenez 3 minutes pour lui dire, écoute, va te coucher, je vais rappeler mon copain posi, et puis on va y aller quand ce sera posi qui m'aura dit 2-3 trucs. Voilà. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir avoir des petites stratégies comme ça intérieures. Alors, l'estime de soi, elle se nourrit aussi par les succès. Donc vous allez me dire que c'est malin. Moi, si je rate des trucs, ça y est, mon estime de moi, elle va descendre à la cave. Pas du tout. On ne se rend pas toujours compte des succès que nous avons. Et quand notre ami néga est sans cesse en train d'envahir notre esprit, on ne voit que les choses négatives. Alors on voit, hein, c'est la même chose quand on a son, comment vous appelez ça ici en France, un carnet de notes, c'est ça, hein, oui, le bulletin aussi, okay, ça va, c'est la même chose. Donc quand on a son bulletin, on va voir d'ailleurs souvent les cotes négatives, en quelle couleur est-ce qu'elles sont mises? Elle est positive, en vert, ou en bleu, ou en noir, en tout cas une couleur beaucoup plus neutre, et puis là, paf, en rouge le truc. Qu'est-ce qu'on fait nous les parents quand on voit le bulletin? Je l'ai fait avant vous, hein, donc j'assume. Qu'est-ce qu'on fait? Direct, hein. Direct, on regarde le rouge. On devrait apprendre à faire l'inverse, à mon avis, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je parie que même si on inversait les couleurs, on ferait toujours la même chose, on chercherait après le noir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde directement, est-ce qu'il y a un truc qui est en négatif, hein? Plutôt que de dire, waouh, il y avait 11 matières et tu en as réussi 10. Ça, c'est un succès, c'est 10 succès. Et puis, il y a un échec. Hein? Et habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On passe au bleu. C'est le cas de le dire, les 10 succès, et on regarde la cote qui est en rouge. Donc, l'estime de soi se nourrit par les succès, et il ne faut pas oublier de se féliciter, de se servir de notre copain posi, quel que soit l'âge qu'on a, pensez-y à posi et néga, c'est vraiment un outil très important. Alors, l'estime de soi aussi, elle doit être réactiver régulièrement pour se conserver. Ah ouais, c'est périssable, l'estime de soi. Et donc, si on n'est pas quelque part entretenu, eh bien, ça risque de dégringoler. Et donc, évidemment, on n'a pas toujours besoin des autres pour le faire, mais c'est important de se mettre dans les conditions, de se dire, eh bien, c'est la même chose que tous les jours je mange. Forcément. Puis, mon corps prend ce qu'il a besoin, il élimine les déchets,
Et puis quoi? Ben oui, demain je dois recommencer à manger. Ben oui, chaque jour je vais devoir manger. Et chaque jour je vais devoir dormir, je vais devoir répondre à mes besoins primaires. Et bien chaque jour je vais devoir me préoccuper de mon estime de moi. Alors un petit tour devant la glace quand vous vous préparez le matin dans la salle de bain, quand vous brossez les dents. Salut toi, ça va? Tu vas bien? Ah, t'es pas mal ce matin. Ah oui, chouette la coiffure, bien le foulard, joli. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Hein? C'est se considérer comme un ami. J'ai beaucoup fait rire mes sœurs quand on est allé dans les Ardennes parce que je leur expliquais des petits trucs comme ça à faire le matin avant de sortir du lit. Et ça prend vraiment quelques secondes. Hein, ça. C'est de temps en temps s'arrêter et se dire « Toi, je t'aime bien, toi. » Alors le rôle des parents, évidemment, est primordial dans le développement de l'estime de soi. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, ce sont aux parents que les enfants s'attachent d'abord et ce sont eux qui portent un jugement permanent sur les actes et les réalisations de leurs enfants. Ce sont eux les premiers à pouvoir réactiver l'estime de soi pour leurs enfants. Et ce n'est pas leur dire « oui, non, t'inquiète, 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 on va y venir ». Je pense qu'il faut vraiment être tout à fait réaliste. Mais en même temps, il faut permettre à nos enfants justement de développer cette capacité d'être réaliste par rapport à eux-mêmes. Et être réaliste, c'est se dire « je ne serai jamais un être parfait, je dois faire preuve d'humilité ». Bien sûr, mais j'ai de bonnes choses qui sont là, et ces bonnes choses, il n'est pas question que je fasse comme si elles n'existaient pas, elles sont là et je vais les cultiver. Alors l'estime de soi, elle subit des variations. Hein. Elle varie selon les étapes de la vie. Par exemple, on pense à une période dans laquelle quelques-uns d'entre nous sont ici, la période très particulière de l'adolescence. C'est clair que quand on est dans des périodes de grands changements, c'est pas toujours évident. C'est vrai que si on subit une énorme épreuve dans notre vie, on a une grosse perte, un deuil ou quelque chose comme ça, c'est pas évident. Quand on subit un trauma, c'est clair que notre estime de nous, elle va en prendre un coup aussi, c'est sûr. L'estime de soi, ça c'est une bonne nouvelle, elle peut se développer à tous les âges. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il ne faut pas se dire « ouais, ça y est, maintenant c'est foutu, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, j'ai 72 ans, c'est trop tard ». Non, l'estime de soi, à tous les âges, elle peut se développer, vraiment. Alors aussi, une notion très importante, c'est qu'elle varie selon les domaines de la vie. Et il y a des gens, machallah, quand ils sont dans un certain contexte, ils cassent la baraque, ils sont super compétents, etc. Et dès qu'on les déplace, c'est fini. Vous avez des hommes comme ça, ils vont au boulot, ils assument, etc., etc. Puis ils rentrent à la maison, ils n'osent plus rien dire. On dirait que dès qu'ils sortent du boulot, de leur domaine professionnel, ils ne savent plus. Ou des femmes l'inverse, elles sont à la maison, elles font plein de trucs. Ça se passe. Ou l'inverse aussi, des femmes qui sont très professionnellement tout à fait OK, et puis à la maison, ça ne va plus. Et voilà. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans telle circonstance, je suis ramenée comme ça vers le bas. Pourquoi là, j'y arrive plus? Ça, c'est quelque chose de très individuel. Et donc, on peut avoir vraiment des gens qui ont une estime de soi tout à fait différente dans différents domaines. Alors, développer l'estime de soi, c'est quoi? C'est apprendre à me faire confiance dans l'action et dans mes relations. Okay? On en a parlé, je pense. Confiance, assurance. Me faire respecter et respecter les autres. On a mis le respect dans l'estime de soi. C'est ressentir de la fierté à mon égard. Alors cette fierté-là, c'est pas je me la pète. Hein. C'est la bonne fierté saine. Je peux être fière de moi en toute modestie, même si ça paraît paradoxal, mais je peux être fière de ce que j'ai fait. Reconnaître mes comportements et mes réalisations et les valoriser. Hein. Il y a des personnes, on nous apprend, non, il faut être humble, il faut être modeste, etc. Et puis donc, c'est toi qui as fait, machallah, c'est vraiment délicieux ce que tu as préparé, c'est toi qui as fait ce dessin, cette peinture ou quelque chose comme ça. Oui, mais non, c'est pas grave, c'est rien du tout. Et puis intérieurement, on dit, yes, 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 il aime. On peut dire en toute simplicité, ouais, c'est moi. Et franchement, je suis contente que ça me plaise. Et là, on améliore ces relations parce qu'on est dans le partage. Parce qu'en même temps, celui qui veut faire le compliment, s'il se rend compte qu'il gêne l'autre, la prochaine fois, peut-être qu'il ne fera plus de compliments.
Or, on a besoin de ça, on a besoin de ces nourritures pour avancer et pour continuer à avoir envie de se dépasser dans les études. C'est hyper important aussi. C'est toi qui as écrit ce texte. Waouh! Ben oui, c'est moi. Et je suis vraiment contente que ce texte ouvre, parce que fondamentalement, c'est ce que je pense. Et donc, voilà, on n'a pas mis sincérité quelque part. Ça serait bien de le rajouter, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Reconnaître mes erreurs sans me déprécier. Ça, du côté de l'humilité. Se tromper. Bien sûr que je vais me tromper. Tout au long de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, nous risquons de faire des erreurs et de nous tromper. Mais ce qui est important dans l'estime de soi, c'est d'être capable de se dire « je me suis trompé, et c'est pas parce que je me suis trompé que je suis quelqu'un de foutu. J'ai fait une erreur. Et je peux accepter cette erreur. » Comment ? Et m'en servir, bien sûr, parce que l'erreur va faire que je vais encore faire mieux. Si je suis complètement dans la honte et je me dis non, c'est pas possible, je ne vais pas me servir de mon erreur, effectivement. Donc c'est très important. M'accorder le droit d'être différent et tolérer la différence chez les autres. On avait parlé d'acceptation, je pense, quelque part. S'accepter, je ne sais plus. Tout à gauche en bas. Ah oui, voilà, s'accepter. On l'a mis du côté de l'humilité. Oui, et en même temps, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à l'estime de soi. Parce que pouvoir m'accepter, moi, avec mes différences par rapport aux autres, c'est aussi devenir tolérant par rapport aux autres. Donc c'est quelque chose qui va vraiment dans le sens des valeurs que notre religion défend aussi. Donc ça reste des choses qui ne sont absolument pas contradictoires. Être capable de prendre des décisions et des initiatives, ça, c'est quelque chose de très important. Si on n'a pas une bonne estime de nous, on va manquer de confiance en nous et on ne va pas oser prendre des décisions. Et pourtant, toute notre vie, nous allons devoir prendre des décisions. Et donc, c'est important de développer cette capacité. Je vais y revenir dans quelques minutes. Être capable de réfléchir, d'agir et finalement évaluer le résultat de mes actions. Ça rejoint un petit peu la question de l'erreur. Ça veut dire que je vais réfléchir, je vais agir, et puis je vais m'évaluer. Alors plutôt que de me dire non, je donne mon bulletin au prof, c'est lui qui va dire, et puis on verra s'il y a du rouge, machin, etc. Non, c'est de pouvoir. On fait ça dans certaines méthodes pédagogiques aussi. On inclut dans la formation, ce qu'on appelle la formation, pas continue, je ne sais plus, l'évaluation formative, voilà. Quand on fait une évaluation formative, c'est un petit peu à ça qu'on essaye d'arriver. C'est que finalement, on devienne capable soi-même de s'évaluer, de se dire, tiens, mon travail, il est bien dans l'ensemble, je ne suis pas satisfait à 100%, parce que voilà, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont, qu'on peut améliorer. Et là où je pense que je devrais m'améliorer, c'est là et là. Et pour m'améliorer là et là, ben, je vais devoir peut-être aller réviser un petit peu telle chose, aller peut-être réviser un petit peu telle chose. Donc c'est vraiment, vous voyez, en partant de l'estime de soi, d'un truc qui a l'air d'être juste un concept à la mode pour vendre du développement personnel, on arrive vraiment à quelque chose où on est un être responsable et où finalement on devient très autonome par rapport à ça. Si je suis conscient de ma valeur personnelle, ça veut dire que j'ai une bonne estime de moi. Parce que c'est ça l'estime de moi. Je suis conscient de ma valeur personnelle. Je sais que je vaux quelque chose. Voilà. Et dans tel domaine, je suis là. Dans tel domaine, je suis là. Dans tel domaine, je suis là. Mais je vaux quelque chose et j'en suis conscient. Alors, je vais être capable de quoi faire ? D'exprimer mes besoins, d'exprimer mes désirs, mes sentiments, mes idées, mes opinions. Et à quoi ça va me servir tout ça ? À communiquer, voilà, dans mes relations avec les autres. Ça va me permettre de prendre ma place dans la société. Ça va me permettre d'exister, en fait. Ça va me permettre d'être consistant en face de l'autre. Et si je faisais des liens très très loin, ça participe aussi à la prévention de la violence, ce genre de choses. Parce que plus vous avez des gens qui sont comme ça, et puis des gens qui sont trop comme ça, quand les gens sont trop à prendre trop de place, ils ont besoin de trouver en face d'eux des personnes consistantes. Et donc finalement, les relations s'équilibrent beaucoup plus quand les personnes ont une bonne estime d'eux-mêmes.
C'est quelque chose, par exemple, que je travaille quand je suis face à des cas de violence dans les familles. Hein, de voir, tiens, comment est-ce que les personnes peuvent se réguler. D'abord, la personne, bien sûr, qui est violente elle-même, on est bien d'accord, mais si en face d'elle, elle trouve des personnes qui ont une bonne assise, qui ont une bonne consistance, etc., il y a beaucoup de choses qui vont être évitées. Il y a beaucoup de choses qui pourront vraiment se réguler. Je vais être capable aussi de faire des choix personnels. On est très nombreux à se dire « non, je ne sais pas, peut-être, et puis, mais je ne suis pas sûre ». Choisir, c'est renoncer aussi. Et apprendre à faire des choix, je vais y revenir aussi, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour réussir notre vie. Je vais aussi être donc capable, je le disais il y a 2 minutes, de prendre ma place dans un groupe, la juste place. Parce que aussi, quand vous avez dans un groupe des personnes qui prennent trop de place, c'est pas souvent parce qu'elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes et qu'elles n'arrivent pas à s'arrêter un moment. Et donc, ça peut paraître tout à fait paradoxal, mais c'est une réalité. Aussi bien toutes les personnes qui seront dans le trop seront des personnes, donc dans le trop retenu ou dans le trop exprimé, vont être des personnes qui ont peut-être quelque chose à améliorer par rapport à leur estime d'elles-mêmes. Et aussi, je vais être capable de me faire respecter. Si je suis dans la rue, qu'une personne me bouscule, si quelqu'un passe devant moi systématiquement quand je suis dans une file, c'est que quelque part je dégage, j'envoie un message subliminal qui fait comprendre à l'inconscient de l'autre qu'avec moi il peut y aller, il n'y a pas de problème, il peut passer devant moi, je ne vais rien lui dire. Eh ben non, quand j'ai une bonne estime de moi, je suis dans la file, j'ai patienté, c'est mon tour. Celui qui arrive, qui fait mine de rien, qui marche presque sur les pieds, qui me passe devant, je vais lui dire « Excusez-moi, je pense que vous vous êtes trompé. Là, c'est mon tour maintenant. » C'est ça aussi, s'affirmer. Il n'y a pas d'agressivité là-dedans, et quand on a une bonne estime de soi, on est capable de le faire sans agressivité. On peut le faire d'une manière très posée. Alors, je parle de quelque chose là qui est anodin, mais parfois ça peut avoir des répercussions très importantes dans notre vie. Ça peut avoir des répercussions sur nos enfants aussi. Parce que quelque part, si je ne suis pas capable de me faire respecter, mais parfois je vais peut-être avoir un peu plus de mal qu'un autre parent à être protecteur par rapport à mon enfant. Parce que si je me fais respecter, eh bien forcément, mon enfant, je vais aussi le faire respecter. Et donc tout ça, ça consiste en l'affirmation de soi. Alors, puisque en tant que parent, on se pose plein de questions, je ressors mon autre petit papier, en tant que parent, par rapport à toutes ces questions-là, eh bien, il faut se poser des questions, bien sûr, mais il faut se poser les bonnes questions. On se demande souvent, est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je fais bien mon job? Est-ce que ce que je fais, c'est juste, hein? Et moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent près de moi, qui cherchent à se rassurer par rapport à ça. Alors, ces questions, elles sont super constructives à une seule condition. C'est qu'on en fasse quelque chose de concret. Parce que si c'est juste, et ça a un rapport aussi avec l'estime de soi, si c'est juste se dire « oui, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre », et puis que finalement, derrière ça, on ne fait rien, eh bien ça veut peut-être dire que nous, en tant que parents, on a un travail à faire par rapport à ça. Alors, se poser les bonnes questions, ben, ça va rejoindre tout ce que j'ai dit par rapport à l'estime de soi, c'est évaluer régulièrement notre manière d'agir avec nos enfants, sans concession. Alors, pas pour s'humilier, hein, mais pour s'évaluer en toute franchise, de la même manière que, je disais tout à l'heure, avoir une bonne estime de soi, c'est être capable de faire un peu le bilan de temps en temps. Hein, identifier les messages dévalorisants qu'on envoie parfois à nos enfants, même inconsciemment, ça arrive, on le fait tous, je l'ai fait, je vous le confesse. Et de temps en temps, ça me sort encore des trucs comme ça avec mes petits-enfants, je me dis, attends, ça c'est pas juste. Quelle est la différence? C'est qu'à un moment, je me dis, ça ne va pas, et j'essaie de corriger. Et je pense que c'est ce que nous avons tous à faire, nous en ferons toujours des erreurs, mais ce qui est important, c'est de les regarder en face, ces erreurs, et c'est d'essayer de faire mieux après. Alors, on va se rendre compte aussi que, comme dans d'autres domaines, au niveau générationnel, il y a de la répétition qui se fait. Hein. Si on a eu des parents qui étaient très dévalorisants, on va avoir un travail assez important à faire pour arriver à l'être moins avec nos enfants, ou pour arriver à être critique, parce que parfois on répare dans l'excès inverse, donc pour se remettre chaque fois dans le juste milieu. Et donc c'est important
stopper le cercle vicieux et d'établir ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à la place de se dire ben, chaque chose négative entraîne une chose négative, c'est de se dire que chaque petite chose positive va entraîner à son tour une chose positive. Alors pour aider nos enfants, et après on va passer à un petit exercice pratique encore, pour aider nos enfants à développer leur estime d'eux-mêmes, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va rejoindre des choses que j'ai dites il y a quelques minutes. C'est donner à nos enfants des responsabilités adaptées à leur âge. Si on ne donne jamais à nos enfants l'opportunité de prendre des petites responsabilités, ça peut être juste à 2-3 ans d'apporter quelque chose pour mettre sur la table quand on prépare le repas. C'est une responsabilité. Les enfants ils sont super fiers. Alors évidemment, vous n'allez pas leur donner la carafe en cristal. On est bien d'accord. Vous allez leur donner, je sais pas, un truc, le pain. Si ça tombe par terre, c'est pas très grave s'il est emballé, des choses comme ça. Mais c'est important de faire ça. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit en âge, de lui donner des responsabilités qui vont aller dans le même sens. Permettre aussi à un enfant de réparer ses erreurs. Quand un petit enfant, par exemple, renverse quelque chose par terre, qu'est-ce qu'on fait en général? On s'énerve, ça sort tout seul. On s'énerve et puis quoi? On lui dit non, ne touche pas. Oui, vas-y. On est fâché, oui, on se fâche. Bon. Et on ramasse. Et qui ramasse? Les mamans ramassent. Hein? Alors que si on laissait un tout petit peu, hein, alors ça demande un peu plus de temps, mais si on laissait un tout petit peu l'enfant réparer, qu'est-ce qu'il a envie de faire l'enfant? Il a envie de dire non ça va maman, je vais le faire, laisse-moi. Non ça va, t'en as déjà fait assez, je veux pas, et on s'énerve comme ça. Alors qu'on pourrait très bien, c'est du vécu. Hein. Moi je l'ai jamais fait, non je mais ça ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Même plus grand, quand vous avez des enfants qui se disputent, et je sais pas, et il y en a un qui prend un jouet de l'autre et qui le casse. Je suis sûre que jamais personne n'a fait ça dans vos familles, mais bon, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Hein? Qu'est-ce qu'on fait en général? Celui qui a cassé, on lui dit « Mais bon, attends, ça suffit, on est fâché, etc. Tu te rends compte ce que tu as fait ?» Or, si on lui donne l'opportunité, il est honteux, celui qui a fait ça, tout dans le fond de lui-même, que celui qui n'a jamais ressenti de honte quand il avait fait un truc comme ça, lève le doigt. Bon, ça va, je vais pas me tromper beaucoup. Hein. Et donc, si vous laissez dans sa honte l'enfant, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va cultiver ça, et ça, c'est une graine empoisonnée. Okay? Si on lui laisse un peu mijoter sa honte, et puis qu'on lui dit, qu'est-ce que tu ferais bien pour réparer là? Ben, je sais pas, je vais casser son truc, faudrait bien, mais j'ai pas d'argent, faudrait bien je lui en rachète un, j'ai pas d'argent, bon ben ok, attends, je sais pas, ça vaut 5 €, 10 €, 15 €, ben écoute... tu me fais 1 heure, 2 heures, 3 heures de ménage et je te donne l'argent, tu auras gagné l'argent et puis tu vas racheter le truc que tu as cassé à ton frère ou à ta sœur. Pensez pas qu'au niveau de l'estime de soi, ça a une valeur bien supérieure que de dire, que juste punir en fait. Donc c'est ça qu'il faut retenir. On doit mettre nos enfants devant les responsabilités, mais c'est important de donner aussi l'occasion de faire quelque chose qui répare. Hein. Alors, ça on l'a dit tout à l'heure, valoriser ce qu'il fait bien et analyser avec lui ce qu'il pourrait faire pour s'améliorer. Ça c'est le truc du bulletin, les cotes rouges, les cotes en vert. Mettre en valeur aussi les potentialités de l'enfant. Donc ça veut dire que je vois qu'un enfant est doué pour, je ne sais pas moi, faire du dessin, on va dire. Et puis à côté de ça, c'est un enfant qui est hyper maladroit. Si je passe mon temps à lui dire « t'es super maladroit, t'es super maladroit, t'es super maladroit », déjà, non seulement il va rester maladroit, mais voilà, il y a des gens qui restent maladroits toute leur vie, c'est comme ça, mais en plus, il va se sentir pas bien du tout. Tandis que si je présente mon enfant en disant « ça, c'est celui de mes enfants qui fait de beaux dessins », c'est une autre chose comme cachet que de dire « ça, c'est celui de mes enfants qui casse toujours tout, il est maladroit ». On le sait bien, on n'a pas besoin de le répéter. Hein. Au niveau de l'estime de soi, et on doit surveiller, parce que c'est vrai qu'on a vite tendance, comme ça dans les familles, à mettre des étiquettes, hein, dans tous les groupes humains d'ailleurs, on fait ça. Alors, s'exprimer aussi avec bienveillance quand on aborde les faiblesses. Ça ne sert à rien de dire à un enfant qui est maladroit, non, non, tu n'es pas maladroit, il sait qu'il est maladroit, ça c'est clair. Hein.
Mais on peut lui dire avec des mots gentils et bienveillants, c'est comme ça. On ne peut pas être doué en tout, c'est une réalité, mais on peut le dire voilà, de façon douce. Alors je le disais tout à l'heure, éduquer nos enfants à faire des choix en fonction de leur âge. Par exemple, on peut travailler ça en famille, je ne sais pas moi, de tout petit, hein, habituer nos enfants à dire, tiens, pour le dîner, je ferais bien tel menu ou tel menu. Hein. Moi, je suis disposée à faire ces deux menus-là. Puis on dit à nos enfants, tiens, tu peux, si tu veux, on mange ça, ou bien on mange ça. Qu'est-ce que tu as envie de choisir? Et puis on peut l'éduquer, on peut en profiter par rapport à ça, et éduquer les enfants justement à réfléchir, ah tiens, hier on a déjà mangé ça, après on a mangé ça, en fonction de quoi on va faire des choix, notre envie, un certain équilibre dans la semaine, on ne va pas manger des pâtes tous les jours, on va manger un jour ceci, un jour cela, et on peut y aller, et on garde les commandes, hein. Deux possibilités. Et donc choisir, c'est renoncer. Si j'aime les pâtes et les frites et que je te propose de choisir entre les pâtes et les frites, eh bien, il y en a un des deux que tu n'auras pas. Et c'est vraiment quelque chose qui aide nos enfants à grandir et qui aide aussi à développer de la confiance en soi. Ça paraît ridicule, mais je vous assure que c'est vraiment quelque chose de super important. Et bien sûr, les choix en fonction de l'âge de l'enfant, c'est sûr et certain. Faire participer aussi les enfants au débat pour les décisions qui concernent toute la famille. Ça ne veut pas dire que c'est les enfants qui décident. Ça, j'insiste quand même beaucoup. Hein. On est au supermarché, ce n'est pas les enfants qui décident qu'on prend telle marque parce qu'ils préfèrent, tant pis si c'est plus cher, t'as qu'à payer, machin, des choses comme ça, on n'est pas là-dedans. Mais vraiment, on est dans la discussion familiale démocratique, c'est important. Si on parle par exemple de déménager, de changer de ville, parce que je ne sais pas, il y a une promotion, il y a un emploi, il y a quelque chose qui se passe, eh bien c'est important de se mettre tous ensemble autour de la table et au moins d'avoir des échanges et d'entendre ce que vos enfants ont à dire par rapport à ça, même s'ils savent que c'est vous qui prendrez la décision finale. Mais si nos enfants ont l'habitude de s'exprimer dans ce milieu familial-là, ils seront à l'aise pour le faire plus tard, ils seront à l'aise pour devenir des citoyens, ils seront à l'aise pour développer une argumentation, une opinion. C'est dans votre famille qu'ils vont apprendre à faire ça, pas à l'école. Bien sûr que l'école va être un outil complémentaire à celui de la famille, c'est d'abord dans la famille, c'est avec vous qu'ils vivent, ces enfants-là. Okay. Et donc, par exemple, quand on parle de vacances aussi, pourquoi pas? Ça ne veut pas dire que... Mais vous n'avez peut-être pas, idée de ce que vos enfants ont dans la tête et de ce que vos enfants espèrent. Et si vous faites un espace de parole où vos enfants peuvent exprimer ça, eh bien, vous pouvez en tenir compte. Vous pouvez dire peut-être que cette année, ce ne sera pas possible. Mais ce que tu as dit là, franchement, je vais voir comment on peut arriver à réaliser ça. Et je pense que l'année prochaine, c'est un projet qui pourra se concrétiser peut-être. Ou peut-être qu'on ne pourra pas faire tout ce que tu veux, mais de prendre, par rapport à des envies, quelque chose qui va pouvoir se réaliser. Et puis, favoriser l'expression des opinions personnelles, mener des débats en famille et accepter la confrontation des idées dans le respect, bien sûr. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui doit s'exercer en famille, qu'il doit y avoir vraiment... Et ça va contribuer à ce que nos enfants aient également une bonne estime de nous. Alors quand nous-mêmes, en tant que parents, on a une estime de soi qui n'est pas toujours au beau fixe, eh bien je pense qu'il ne faut pas vouloir tout changer tout de suite. Il ne faut pas vous dire que vous allez aller faire, je ne sais pas moi, 4 séances chez un psy, ou bien que vous allez acheter le bouquin du siècle. Moi je vois toujours des publicités comme ça pour les bouquins, ça me fait souvent doucement rigoler parce que il y a toujours un gars ou une femme qui sort un bouquin qui dit « Avec celui-là, vous allez voir, ça va changer votre vie. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre vie, elle peut changer, ça c'est sûr, ça c'est la bonne nouvelle. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Mais la mauvaise nouvelle, ou en tout cas la moins bonne nouvelle, c'est que pour que ce soit possible, il faut bosser. Il faut travailler, ça s'entretient. C'est jamais quelque chose qui est gagné une fois pour toutes, et c'est quelque chose qui se fait pas à pas, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est la même chose que dans un couple. Si vous dites « Alhamdoulilah, on s'est mariés, on s'aime, tout va bien, je viendrai vous revoir dans 2 ans », si vous ne faites rien, si vous ne travaillez pas un tout petit peu, et même beaucoup, la communication, la tolérance, les négociations, toutes ces choses-là, à mon avis, ça risque quand même d'aller dans l'impasse à certains moments, ça c'est clair. Par rapport à ce qu'on a travaillé sur soi, c'est la même chose. Il faut y aller étape par étape et arrêter de se leurrer que ça va, comme un coup de baguette magique, aller tout seul. C'est pas vrai. On commence par des toutes petites choses.
Le matin, je me regarde et tous les matins, je me mets au défi de me dire Salam alaikum Dominique, pas mal ce matin, tu vas bien? Juste ça déjà. Je vous assure, faites ça pendant 1 mois, chaque jour, et vous allez voir que votre estime de vous, elle va monter d'un petit cran. Hein? Ok? Alors, aussi, par rapport à tout ça, revenir à soi-même. Alors, c'est pas la même chose que d'aller chercher l'approbation de l'autre pour se convaincre qu'on est bien. Ça aussi, hein, on est souvent dans ce piège-là. On n'ose pas hein, se le faire à nous-mêmes. On se dit non, non, ça c'est de l'orgueil, quoi. Ça je peux pas faire, je peux pas faire. Et puis alors on va et on attend que l'autre nous dise c'est bien, puis quand l'autre va nous dire c'est bien, parce que comme je disais tout à l'heure, on va dire ouais. Et puis en nous-mêmes on se dit yes. Alors que ça serait tellement plus simple de pouvoir se dire déjà nous-mêmes, je pense que ce que j'ai fait, c'est bien, c'est pas mal. Et puis peut-être de confirmer de temps en temps avec la vie de l'autre, mais pas de se rendre dépendant de la vie de l'autre. Il faut toujours revenir à soi, parce que finalement, le vrai spécialiste, c'est nous. Alors, on va faire un petit exercice pratique. Je vais peut-être faire un peu de place sur le tableau. Je vais vous dessiner une petite échelle. Et ce que je vais vous proposer, c'est que cette petite échelle, vous la gardiez, je m'en sers beaucoup dans mes consultations. C'est que quand vous allez devoir prendre une décision, quand vous allez devoir faire un choix, vous allez vous situer sur une échelle, qui est l'échelle de votre estime de vous, d'accord? Et c'est une échelle dont le premier échelon ici tout en bas serait quoi? Quel chiffre? 0. Alors, comme les cotes à l'école, l'échelle maximum, ça serait 10. Voilà. Donc, on va se limiter à 10, c'est déjà bien. 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1. Alors ici, tout en haut, on va retrouver notre ami Posy. D'accord? Et puis tout en bas, on va retrouver qui? Et voilà. Notre ennemi Néga. Et puis ici au milieu, on va retrouver notre ami Bof Bof. On va l'appeler comme ça. Ok? Alors ce que je vais vous proposer de faire comme exercice, c'est de penser à 2 situations. D'accord? Alors, on va commencer par le positif. Pensez à une situation dans laquelle vous avez cartonné, et dans laquelle vous avez cartonné intérieurement aussi, dans laquelle vous êtes dit « Waouh, là, c'était trop bien, vraiment, c'était génial, j'ai super assuré là-dedans. » Est-ce que tout le monde en a une? Quelque chose dont vous avez été content? Quand vous voulez, vous avez toute la vie derrière vous pour la choisir. Est-ce que quelqu'un n'a jamais eu une situation dans laquelle, ça peut être un tout petit truc, il ne faut pas chercher midi à 14h. Tout le monde en a une, ça va? Ouais, c'est bon? Eh bien maintenant, chacun pour vous, vous prenez votre petit moi intérieur, hein, celui-là pour les garçons, et celle-là pour les filles, ok? Et puis dans votre tête, vous prenez votre petit moi intérieur et vous vous dites, tiens, ce jour-là, j'étais où sur mon échelle d'estime de moi? Qui est en dessous de 5? Qui est au-dessus de 10? Ben, c'est jamais, hein? Il y a des gens qui ont des problèmes avec les limites-là. Voilà. Vous êtes sans doute tous quelque part entre 7, 8, 9, 10, on n'ose pas toujours, mais bon. Hein? Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre estime de nous est bonne, on est capable de faire de bonnes choses. Et que quand on fait de bonnes choses, ça va nourrir aussi notre estime de nous. Ok? Maintenant, vous faites le même exercice dans l'autre sens. D'accord?
Vous pensez à un truc où vous avez vraiment raté, où vous êtes... je ne sais pas si les jeunes disent ça ici chez nous, parfois ils disent on s'est gamélisé, on a pris une gamelle. Vocabulaire. Vraiment le truc où vous vous êtes ramassé comme pas possible et vous avez ramassé la honte de votre vie. Vous y êtes. Qui n'a jamais vécu ça? Non, ça va, je vois que tout le monde est... Il n'y a personne qui osera le dire de toute façon, peut-être. Ok. Alors, vous prenez votre petit moi intérieur et puis vous le placez sur l'échelle, là. Qui est au-dessus de 5? Toi? Donc quand tu t'es pris une gamelle, tu t'es pas senti bien, tu étais au-dessus de 5 sur ton échelle d'estime de toi? Super. Qui d'autre est au-dessus de 5? On est où là? Qui est en dessous de 0? Vous allez tous être en grande majorité, à part toi. Je sais pas, 2, 3, 1. On se sent vraiment pas bien, ça c'est clair. Eh bien, ça c'est un outil dont vous pouvez vous servir aussi pour prendre certaines décisions. Rappelez-vous, dans votre expérience de vie, certaines décisions que vous avez regrettées. D'accord ? Si vous prenez une décision que vous avez regrettée et que vous arrivez à reconnecter avec le moment où vous avez pris cette décision, il y a 9 chances sur 10 que cette décision, vous l'avez prise en étant ici quelque part. D'accord ? Et si vous vous sentez là quelque part, dans votre échelle d'estime de vous, pour n'importe quelle raison émotionnelle, ça nous arrive à tous, ok ? Eh bien, cette décision-là, il faut la postposer, c'est-à-dire qu'il faut la reculer à plus tard. Plus tard, ça peut être 5 minutes. C'est la même chose quand nos enfants nous font enrager. C'est la même chose quand nos parents nous frustrent beaucoup, quand on est très très en colère. Souvent, on ne se sent pas bien. Eh bien, il vaut mieux partir, faire un tour, monter dans sa chambre 5 minutes, aller se cacher dans la cuisine ou dans la salle de bain, ou voilà, quelque chose comme ça, et juste en tête, avoir cette échelle d'estime de nous et se dire, où est-ce que je suis là? Si je suis là quelque part, je vais faire un truc pas cool, que je sois enfant, que je sois parent, que je sois n'importe qui, femme, homme, si je suis là, ça va, en général, ça ne va pas le faire. Et c'est vraiment se dire, allez, petit retour à soi, Néga, tu vas te coucher, tu fais ce que tu veux, tu vas faire un tour, et Posy, tu t'amènes. Ça prend 2 minutes faire ça, je vous assure, et c'est un exercice, plus vous allez apprendre à le faire, et plus vous allez devenir habile à faire ça. C'est la même chose avant d'entrer dans une salle d'examen, c'est la même chose avant de faire une interro, c'est même la même chose avant de commencer à étudier. Si vous étudiez une leçon et que votre prof d'histoire, vous ne savez pas le saquer, que vous vous dites non, de toute façon, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, il a une mauvaise opinion de moi, vous êtes là. Et vous aurez beau lire 15 fois votre cours, il n'y a rien qui va entrer. Ok ? Si vous vous décentrez un petit peu de ça, vous remontez dans votre échelle d'estime de vous, et puis vous vous dites, mais finalement, je le fais pour moi. Je le fais parce que de toute façon, j'ai besoin de réussir ça. On ne peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas m'aimer. Ça veut dire quoi? Je suis dans mon estime de moi là, dans un niveau beaucoup plus acceptable. Et donc finalement, ce cours qui ne veut pas rentrer, il va peut-être rentrer un tout petit peu plus facilement si je fais comme ça. Ok? Donc c'est vraiment de façon très pratique. Il faut... Alors ça, si vous voulez, demain je peux écrire un livre et vous expliquer en, je sais pas, 150 pages tout ce que je viens de vous expliquer. Je vous mets une belle échelle puis je vous dis, ça, c'est le livre de la vie. Vous allez tout réussir. C'est vrai que vous pouvez tout réussir avec juste des petites choses comme ça. Moi, je vous propose ça. Il y a d'autres petits outils, il y a plein d'outils comme ça. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'à un moment, il faut avoir le déclic et se dire, si je suis tout le temps, ou très souvent, ou dans beaucoup de domaines de ma vie ici, eh bien moi, je choisis, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, mais il faut arrêter de remettre à demain,
je choisis de commencer à travailler pour essayer que ça change, Inch'Allah. D'accord? Et donc, vraiment, tout ce que vous pourrez trouver dans cet exemple-là, dans un autre livre, dans ceci, dans cela, c'est ce que vous allez en faire, c'est la même chose que si on vous dit, avec telle marque de farine, vous allez réussir tous vos gâteaux. Vous allez réussir tous vos gâteaux si vous utilisez une bonne farine, bien sûr, mais si vous mélangez bien les ingrédients, si vous chauffez le four à la bonne température, si vous le cuisez correctement, etc., etc., etc. C'est la même chose par rapport à tout ce qu'on va réaliser dans notre vie, Inch'Allah. Alors, on arrive presque au bout. Encore juste un petit mot par rapport à l'estime de soi et à la question des blessures intérieures. Alors, les blessures intérieures, certains d'entre nous ont des blessures intérieures parfois très graves, hein, ce qu'on appelle en psychologie des traumas. On peut avoir une maladie grave, un accident, une agression, un drame familial ou des choses comme ça. Et c'est vrai que eh bien, quand on a ce genre de blessure, on a souvent une plus grande difficulté que la majorité des gens par rapport à l'estime de soi. Et une partie du travail sera aussi de pouvoir réparer en quelque sorte cette estime de nous. Alors bien sûr, on ne peut pas développer ça dans le détail dans cette intervention-ci, mais c'est vraiment très très important d'avoir toujours ça en tête. C'est qu'on n'est pas responsable de nos blessures. Hein. Quand, je ne sais pas moi, les enfants qui malheureusement, les personnes qui ont perdu un parent par exemple très très jeune, ils n'en peuvent rien, c'est clair et net, il y a une blessure qui est là et qui doit se réparer, qui a besoin de temps pour se réparer. Ils ne sont pas responsables, mais on devient responsable de ce que l'on va faire de ce qui nous est arrivé. Ok? Et donc c'est ça qu'il faut faire à un moment, c'est pouvoir sortir de l'état de victime et se dire, maintenant je commence à travailler sur moi, okay, avec ou sans psy. Moi je ne vends pas de la psychothérapie, hein. Je vends de la responsabilité, je vends un sentiment, j'essaye en tout cas de vendre un sentiment de responsabilité. C'est beaucoup plus utile que la psychothérapie. À partir du moment où vous vous sentez responsable de votre avenir, vous trouverez les moyens pour avancer et pour atteindre vos objectifs. Alors il y a une citation de Jean-Paul Sartre qui illustre très bien ça et qui dit ceci: « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » Okay ? Donc on n'est pas responsable de ce qu'on nous a fait, mais on est responsable après de ce que nous allons en faire nous-mêmes. Alors qui est le vrai spécialiste de l'estime de soi, à votre avis, après avoir entendu tout ça? Soi-même? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Moi, je pense vraiment, effectivement, que la meilleure personne qui est le spécialiste de nous-mêmes, eh bien, c'est d'abord nous-mêmes. C'est ça, la confiance en soi, c'est de se dire, moi, je sais au fond de moi-même ce qui est bon pour moi. Et souvent, le travail de développement personnel ou le travail psychothérapeutique, ce sera de renouer avec cette capacité de savoir ce qui est bon pour nous. Et une fois qu'on a confiance en ça, eh bien, on peut avancer. Alors, en conclusion, bien, avoir une bonne estime de soi, non seulement ce n'est pas incompatible avec l'humilité, comme j'ai commencé par le dire, mais l'estime de soi est un élément qui reçoit et qui reste prisonnière d'un sentiment de dette qui n'a rien à voir avec la reconnaissance. Le don est à l'image d'une fontaine qui déverse sereinement de l'eau bienfaisante. Pourquoi? Sans effort aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est alimentée par une source. Alors que le sacrifice, c'est comme le citron qui est tombé de l'arbre. On presse, et le citron, vous avez beau essayer de le raccorder à l'arbre, il n'y aura plus jamais rien qui va venir le réhydrater. Et donc, il arrivera un moment où on n'aura plus rien à donner. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à prendre soin de soi. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est pouvoir donner, donner et donner encore. Pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut d'abord se ressourcer et il faut pouvoir recevoir pour soi-même. Alors je vais terminer par une petite lecture de texte, comme j'aime le faire quand je fais une intervention. Et ce texte-là, vous allez le recevoir ce soir pour pouvoir le méditer. C'est un texte qui s'intitule comme ceci. Certains l'ont certainement déjà reçu, parce que je l'ai donné, je pense, dans les Ardennes aussi, ou l'ont vu passer sur Internet. Donc le titre,
c'est le jour où je me suis aimée pour de vrai. C'est beau, hein? Je pourrais en rester là. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment, et alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal quand je vais contre mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle amour-propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand ça me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois. Cela s'appelle plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient un allié très précieux. Tout ceci est savoir vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. C'est un texte de Charlie Chaplin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et Dieu est le plus savant. Et j'espère qu'il vous aide, qu'il vous aime, qu'il vous protège, qu'il vous permette vraiment d'avancer vers le meilleur de vous-même. Inch'Allah.